les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Granville avec Gwendolen Sharp et The Green Room. Bonjour Gwendolen. Bonjour. Alors on va parler de ce titre mystérieux. Enfin, il y a Green Room, alors on traduirait par... La chambre verte. Room, c'est un mot qui veut dire plein de choses en anglais en fait. Ouais, là l'idée de la Green Room, c'est la pièce dans laquelle les artistes au théâtre transitent entre leur loge et la scène. Donc c'est un lieu un peu tranquille et on a imaginé que nous, on avait un peu ce rôle de facilitateur entre le moment où on se prépare, où on prépare un spectacle et le moment où on se produit sur scène. Et donc nous, on facilite un peu ce moment-là en réfléchissant à justement la couleur verte, donc le lien avec l'écologie. Ah bah c'est bien, on apprend des choses. Et ça s'appelle Green Room aussi de toute façon ou c'est vous qui avez bien rajouté le vert? Non, ça s'appelle The Green Room, cette pièce spécifique, oui. donc c'était en Angleterre, donc c'était vraiment le nom de cette pièce dans les théâtres shakespeariens. D'accord, et pourquoi le vert alors? Alors là, à l'époque, c'était peut-être que c'était une pièce qui était peinte en vert. Je sais pas. Je crois qu'en Angleterre, il n'y a pas ce côté du la vert. La peur du vert, comme en France. Oui, ça c'est lié à Molière, je crois, oui, chez nous. Ah, très bien, bah, c'est super. Donc, on apprend le lien avec aussi le théâtre, la musique, le spectacle et donc l'écologie. Donc, vous avez repris le mot vert au sens aussi de l'écologie. Alors, d'abord, je commence toujours par ma question fétiche. Quel est votre lien avec le territoire, Gwendolen? Alors, moi, je me suis installée à Granville en 2016. Je vivais à Marseille avant. Mon compagnon est originaire de la Manche. Et il avait très envie de revenir ici aussi. Et donc, moi, j'ai une contrainte, c'est que je ne conduis pas. Donc, il me fallait un endroit proche d'une gare, un endroit où je pouvais avoir accès aussi à un cinéma, à des cafés, à une vie culturelle et en même temps pouvoir aller à pied à la gare. Et Granville me semblait assez parfait et on gardait aussi le lien à la mer. Donc c'est une ville dans laquelle on s'est installé, maintenant il y a 8 ans et j'ai pas du tout envie d'en partir. J'ai habité pendant 8 ans dans la Haute-Ville, ce qui était absolument parfait pour rencontrer des gens en fait en arrivant, parce que moi je connaissais pas grand monde ici. Et maintenant on habite quartier Saint-Nicolas, donc une vie différente, je dirais plus populaire, plus mixte aussi, qui nous convient bien. Et dans l'idée aussi de l'association, je pense qu'on est bien là-bas pour justement aussi essayer de travailler plus sur la question du territoire en local, parce qu'on a plutôt une activité au niveau national, au niveau international, et on est peut-être un peu moins connu ici, on a moins de rapports directs en tout cas avec les Granvillais. Alors justement, j'avais deux questions, mais je vais peut-être les mixer par rapport à ce que vous me dites. Votre parcours qui vous a mené donc à la musique et aussi Green Room. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association, donc expliquez-nous votre parcours avant et jusqu'à la création de Green Room. Ouais, donc The Green Room, c'est une association classique, loi 1901. Et donc moi j'ai travaillé pendant maintenant presque 20 ans dans la musique. Donc j'ai été programmatrice d'un festival en Pologne pendant 8 ans. Et puis après, j'ai travaillé avec des artistes, faire du développement de projets, notamment dans l'espace euro-méditerranéen. J'ai travaillé aussi comme tour manageuse, donc vraiment accompagner les artistes en tournée. Et c'est à ce moment-là où on a commencé aussi à réfléchir à comment on pouvait faire des tournées plus éco-responsables. Parce qu'on se rendait compte que beaucoup des pratiques du secteur n'étaient pas forcément en adéquation avec des valeurs portées individuellement plutôt, soit par moi, soit par les artistes, soit par les partenaires avec lesquels on travaillait. Et à ce moment-là aussi, il existait quelques associations qui travaillaient plus autour de l'accompagnement des festivals, l'accompagnement des salles, mais pas tant autour des artistes eux-mêmes. Et donc c'est comme ça que l'association est née. Et puis très rapidement, on a grossi vraiment beaucoup. Et après, au moment du Covid, qui a été un arrêt brusque de toutes les tournées, de toute l'activité,
Ça a été aussi un temps propice à la réflexion et à se rendre compte aussi qu'on ne pouvait pas continuer la manière de travailler puisqu'on dépendait vraiment du live et que si tout s'arrêtait, finalement on n'avait pas tant d'autres opportunités, notamment économiques. Et sans être trop négative, une des façons de voir les choses pour nous, c'est de se dire que peut-être que le Covid était une sorte de répétition de ce qui pourrait se passer avec les conséquences du réchauffement climatique et que ça pourrait affecter très très fort le secteur culturel et le secteur de la musique en particulier. Donc on a un peu ces deux volets-là, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur mieux faire, mais aussi défendre le secteur face aux risques auxquels on fait face, notamment sur les questions environnementales ou les questions climatiques. Ouais, c'est une question qui commence à monter avec les festivals là, qui grandissent, et comme les pluies de juillet, mais qui justement disent qu'ils ne veulent pas grandir trop, enfin ils veulent garder, c'est la difficulté d'arriver à se développer tout en essayant de garder un côté éco-responsable. Et on a entendu parler aussi au niveau international de Chaka Ponk, qui a décidé d'arrêter les tournées. Ouais. Alors moi je suis assez partagée sur ça parce que je trouve ça assez négatif finalement comme constat de se dire que le seul choix qu'on a c'est d'arrêter. Et là pour le coup c'est vraiment un groupe qui a fait énormément de tournées et qui a joué dans des énormes salles. Donc quand on les entend on peut avoir l'impression que finalement c'est soit on fait des grosses tournées et on est un énorme artiste qui tourne internationalement, soit on arrête tout. Or il y a je pense 1000 choses à inventer. À différentes échelles pour des artistes émergents et moi je pense beaucoup aux artistes qui commencent maintenant. On travaille avec beaucoup de jeunes artistes et se dire que pour eux il n'y a pas d'autre façon d'imaginer les choses que de se dire que leur métier serait extrêmement énergivore. Donc vous agissez, vous proposez plusieurs choses très variées en fait, donc les services que vous pouvez proposer. Alors on a différents volets d'activités. Le premier volet qu'on a commencé à développer dès la création de l'association, c'est toute une partie de sensibilisation et de formation. Parce que finalement c'est pas notre métier dans la musique de travailler sur les questions environnementales. C'est des sujets qui sont très complexes, avec beaucoup de parties prenantes et des gens notamment extérieurs à notre métier. Par exemple quand on travaille sur la question des transports, on est obligé de travailler avec la SNCF, avec les collectivités locales, et donc c'est pas forcément des personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler et on se comprend pas toujours. Donc il y a toute une partie comme ça vraiment de formation sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et aussi comprendre quels sont les impacts, donc ce qui pollue le plus dans le secteur de la musique par exemple. Et c'est vrai Qu'est-ce qui pollue le plus alors justement, quand on parlait tout à l'heure des festivals, c'est intéressant de voir le cheminement parce que les festivals ont été assez pionniers sur ces questions-là, ont beaucoup travaillé sur la question des déchets, sur la question de la sensibilisation des publics. Et finalement, quand on a commencé les premiers bilans carbone, parce que c'est peut-être l'approche la plus facile, en tout cas pour comprendre, ça touche évidemment pas tous les enjeux environnementaux, mais en tout cas sur la question des émissions carbone. Et là, on s'est rendu compte que le plus gros impact, c'est la mobilité des publics. Donc c'est le public qui se déplace pour aller sur un festival ou pour aller voir un spectacle. Et ça, sur des gros festivals, comme on pouvait citer tout à l'heure, ça peut être jusqu'à 95% de l'impact carbone de l'événement qui va être lié à ça. Donc pour un artiste, c'est extrêmement difficile de se dire comment je vais agir là-dessus. Et en même temps, il a envie que les gens viennent, et c'est terrible. Exactement. Donc on est toujours comme ça dans des frottements, dans des injonctions un peu contradictoires. Donc c'est là aussi où il faut bien comprendre ces enjeux-là, savoir là où on peut agir, là où on peut influencer aussi. Parce que finalement, un artiste peut très bien utiliser justement ses réseaux sociaux pour peut-être influencer son public et dire sur cette date, il y a la possibilité de venir à vélo, ou la salle organise une réparation de vélo pendant le concert, ce genre d'action. C'est ce qu'ont fait les pluies de juillet, parce que voilà. Ils ont même fait venir des gens, ils avaient fait tout un circuit avec des hôtes qui les accueillaient de Paris, je crois, pour venir jusqu'à Villedieu. Voilà, donc il y a énormément d'exemples. On a le festival Chauffé dans la Noirceur qui travaille depuis très très longtemps aussi sur ces questions-là. Et il y a toutes sortes de choses qui sont inventées. Donc on parle beaucoup du vélo, mais ça peut être aussi du copiétonnage, ça peut être aussi
Du copiétonnage. Ouais. Alors il y a le covoiturage et le copiétonnage, c'est qu'on va ensemble à pied. Voilà, et ça répond à plein une d'enjeux. Randonnée, quoi. Voilà, mais c'est pas seulement pour les enjeux environnementaux, ça peut être aussi quand on est une convivial. femme et qu'on se rend à un festival, on n'a pas forcément envie de rentrer seule le soir. Et là, si on sait qu'on va rentrer à plusieurs, et ben ça permet aussi de se sentir plus en sécurité. Et là, on se dira, j'ai pas forcément besoin de prendre ma voiture alors que c'est l'endroit où je me sens en sécurité. Là, si je sais que je rentre avec plusieurs personnes, ça me permet aussi. C'est vrai, cette idée, j'avais pas pensé, mais parfois on peut prendre une femme, prendre sa voiture pour se sentir en sécurité. Ouais. Ou même pour aller jusqu'à l'arrêt de métro le plus proche, si on est à Paris, de se dire qu'on est plusieurs à le faire. Et puis on a aussi, en vélo par exemple, ça peut permettre de se sentir plus en sécurité sur la route que si on est seul et qu'on est sur une route qui n'est pas forcément adaptée. Aussi, Donc il y a plein de choses à imaginer comme ça. Et donc ça c'est un des volets. Un autre volet, c'est vraiment un accompagnement très opérationnel qu'on fait avec les artistes. Donc on ne travaille pas tant avec les artistes de manière individuelle, mais on essaye d'accompagner des projets plutôt de manière collective. Parce que c'est là où on trouve qu'on a une force de frappe qui est plus importante. Et donc on travaille plus avec des réseaux, des programmes d'accompagnement d'artistes, des projets européens, beaucoup de plus en plus. Et parce que c'est là aussi où il y a du financement, qu'on ne trouve pas forcément à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Et l'Europe continue à financer malgré ce qu'on entend L'Europe continue à financer. Le problème, c'est que c'est extrêmement compétitif. Il y a beaucoup de demandes et peu d'argent disponible. Et surtout, on demande au secteur culturel presque de régler tous les problèmes actuels. Et vu c'est le même problème à l'échelle nationale aussi, le peu d'argent qui est disponible sur ça. Mais il y a quand même des progrès. Notamment en France, on a la chance d'avoir un financement assez important du Centre national de la musique, spécifique à la question de la transition écologique. Et ça, c'est unique, à ma connaissance, c'est unique au monde, je pense. Et donc ça progresse, c'est assez récent, ça fait 3-4 ans. Mais la conscience est là et du coup, on a de plus en plus quand même de possibilités de financement de ces projets. Et on a une partie aussi assez importante de travail au niveau du plaidoyer. Donc à l'échelle locale, nationale et européenne également. Et donc là, on fait partie de différents réseaux. Et notamment un réseau qui s'appelle On The Move, donc qui est un réseau international qui travaille à la question de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture. Et avec eux, on travaille aussi vraiment aux questions d'égalité d'accès à la culture et que les enjeux environnementaux ne soient pas finalement une étape supplémentaire pour des artistes qui seraient déjà qui devraient par exemple faire des demandes de visa ou qui ont peu d'infrastructures dans les pays dans lesquels ils vivent. Donc là, on essaye vraiment de réfléchir aussi à ce qu'on n'ait pas un programme qui soit imposé à tout le monde, mais qu'on ait vraiment des spécificités aussi selon les territoires, selon l'accès, donc plutôt autour des questions de justice climatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a entamé aussi il y a quelques années, qui nous tient vraiment à cœur. On travaille beaucoup autour des enjeux d'écoféminisme aussi, donc dans la même idée de ne pas imposer finalement des choses à des personnes qui font déjà face à d'autres contraintes. Donc par exemple, un exemple qu'on a très souvent, c'est l'idée qu'il faudrait rester plus longtemps sur un territoire et de voyager en train pour les tournées. Si ça, c'est pas réfléchi, par exemple, pour des artistes femmes qui ont des enfants à charge, on risque de se retrouver aussi à mettre des obstacles supplémentaires. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de défendre dans ce qu'on fait. Il y a le handicap aussi, non ? Le handicap, exactement, ouais. Typiquement, si on dit... on met en place une navette pour aller au festival et tout le monde prend cette navette, mais que la navette n'est pas accessible au PMR, voilà, on exclut aussi de fait des personnes. Et puis on a aussi une partie développement de projet, donc beaucoup de coopération. Ça, c'est vraiment aussi au cœur de notre métier, comment on coopère entre acteurs culturels, comment on coopère aussi avec d'autres acteurs, comment on monte des projets ensemble. Et donc... un des derniers exemples qu'on a fait, donc c'est monter ce projet de podcast, donc là pour mettre en lumière des initiatives dans la Manche d'acteurs culturels
qui s'engagent sur des enjeux sociétaux, pas uniquement environnementaux, mais très souvent finalement des enjeux qu'on va travailler sous un autre angle, que ce soit un angle social, un angle économique, vont être aussi bénéfiques finalement pour l'environnement. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de mettre en avant. Et là, j'ai vu dans vos dernières actions, il y a aussi du théâtre ou des formations. On est plus spécifiquement spécialiste du secteur musical, mais on est amené très souvent à travailler avec d'autres secteurs des arts vivants, majoritairement. Parfois un petit peu les arts visuels, mais c'est moins... Mais là, c'est un moyen, en fait. Voilà. Et là, c'est vraiment une manière de sensibiliser. Alors, on utilise le théâtre, ou en tout cas le jeu de rôle, pour développer l'argumentaire, donc pour travailler vraiment sur les discours de l'inaction climatique, et de voir comment, par l'intelligence collective, finalement, on arrive à créer un argumentaire commun et qui permet de renforcer un petit peu notre argumentaire. Alors quand vous dites on, en fait, vous êtes combien dans cette association Alors, en ce moment, c'est une période un petit peu particulière parce qu'on est en train de faire un DLA, donc un dispositif d'accompagnement pour repenser un petit peu, local d'accompagnement, pour repenser l'association, puisque finalement, on est né il y a 8 ans. L'association a été créée dans une période particulière où la question environnementale n'était pas forcément au cœur des enjeux de la culture. On était très très peu d'acteurs à travailler sur ces questions-là. Maintenant, ça a vraiment changé 8 ans après. Donc on réfléchit un peu à notre posture, à quelle stratégie on met en place, à notre raison d'exister aussi. Et donc on a un peu ralenti le rythme, parce que c'est aussi, on essaye de prôner un ralentissement, mais qu'on essaye aussi de mettre en pratique, même si c'est pas toujours facile. Et donc on est en train de repenser ça. Donc en ce moment, on est 2 salariés dans l'association. Et après, on a une gouvernance partagée qui est un petit peu particulière, parce que ça fonctionne pas comme un CA, un conseil d'administration classique d'une association. Donc là, on a plusieurs professionnels du secteur musical qui nous accompagnent. Et donc, on est en train de faire cette démarche-là depuis quelques mois avec la CRES de Normandie. Et, c'est quoi la CRES C'est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, ça doit être ça. Et donc, qui nous donne aussi la possibilité de faire un pas de côté, un petit peu par rapport au quotidien où finalement on travaille énormément et on prend pas souvent le temps de penser, de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quel est notre rôle, est-ce qu'il faut qu'on se concentre plus sur le local ou est-ce qu'on continue nos activités telles qu'elles sont maintenant. Enfin, c'est un peu cette réflexion-là qu'on a en ce moment. Donc vous êtes en cours de réflexion. Ouais. Et juste, pour amener, parce que là vous nous donnez plein d'éléments, en fait, vous dites comment ne pas créer de problèmes pour l'environnement avec la musique, mais j'ai l'impression aussi en vous écoutant que la culture, et c'est ça peut-être que vous justifiez, qui vous permet de justifier vos actions, c'est que la culture est aussi un moyen de lutter contre le dérèglement climatique, la disparition de la biodiversité, en alertant les gens, enfin en changeant notre regard, notre discours, non ? C'est ça. Alors, c'est pas forcément le terme que je préfère, mais maintenant il y a beaucoup de réflexions qui sont autour de la question des nouveaux récits. Et là, on voit bien le rôle que la culture peut porter. Je suis aussi... je préfère toujours dire qu'il ne faut pas non plus faire peser trop de choses sur les épaules des artistes, parce que c'est pas leur responsabilité non plus. Il faut pas que les politiques se dédouanent de décisions et de choses qu'ils doivent mettre en place en se disant finalement les artistes ont ce pouvoir d'influence et vont pouvoir régler les problèmes qu'on n'a pas envie de régler. Mais c'est vrai que ça permet d'imaginer un futur plus désirable, plus souhaitable, ça permet d'expérimenter plein de choses. Il y a un projet que j'aime beaucoup qui a été mené par une structure à Malakoff qui a imaginé comment une salle de spectacle ou une salle, un lieu culturel
pourrait fonctionner en 2050 avec différentes contraintes. Donc ils se sont basés sur les scénarios de l'ADEME, donc des scénarios qui ils sont montrent... projetés là, ouais. Voilà. C'est une réflexion vraiment prospective, à se dire comment on fait dans un monde, par exemple, où on aurait des coupures d'électricité, on aurait accès à l'électricité que 4 heures par jour, on ne pourrait pas avoir de chauffage en hiver ou pas d'air conditionné. Donc peut-être qu'il ferait 45 degrés à Paris, et comment on fait pour accueillir nos artistes, comment on fait pour accueillir encore le public. Et ils ont mené ce projet-là avec absolument toutes les parties prenantes, public y compris. Donc tout le monde pouvait donner son avis, dire est-ce que ça c'est acceptable, est-ce que on serait d'accord pour que les spectacles aient lieu à 18h plutôt qu'à 20h, parce que peut-être que ça permet aux gens de venir après le travail et de ne pas rentrer chez eux pour ça. Peut-être que ça permet de mutualiser les lieux, d'en avoir aussi un autre usage. Ce genre de réflexion, ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant, et de travailler vraiment avec toutes les parties prenantes. On parlait tout à l'heure par exemple du débat qui avait lieu à Dijon, donc sur est-ce qu'il y a un avenir pour la musique live, ou est-ce que la musique live va tuer l'écologie. Bon, évidemment, c'était un titre de débat un peu provoquant, mais l'idée là c'était de réfléchir avec le public et d'avoir un débat un peu éclairé. Donc moi mon rôle là c'est d'amener finalement des faits j'invente rien, c'est des recherches qu'on mène avec d'autres acteurs, on se base beaucoup sur le GIEC et sur des faits scientifiques, et de voir comment ça s'applique au secteur musical, et en même temps comment aussi on peut nourrir la réflexion des scientifiques. Une autre approche qu'on a, alors ça on ne l'a pas trop mis en place nous, mais ça fait partie des projets qu'on aimerait développer plus tard, c'est aussi mettre en place des résidences d'artistes pour faire travailler des artistes avec des scientifiques, pour réfléchir ensemble à comme ça des scénarios, des projets très, très concrets. Il y a des projets qui ont été menés dans la Manche par le département de la Manche autour de la montée des eaux, que je trouve extrêmement intéressants comme ça, de réflexion, par exemple à Regnéville-sur-Mer, sur la montée des eaux et ce que ça va provoquer sur le changement du paysage, sur le patrimoine, notamment le château de Regnéville qui risque de se retrouver sous l'eau dans pas longtemps. Donc est-ce qu'il faut que le département continue à financer la rénovation d'un lieu qui va peut-être disparaître, et donc qu'est-ce que ça provoque chez les habitants qui sont quand même très attachés aussi à ce patrimoine-là. Donc tout ça, si on ne le travaille pas, si on ne le réfléchit pas ensemble, on va se retrouver dans des frictions, dans des décisions qui vont être prises à un moment parce qu'il n'y aura pas le choix, et des décisions qui vont venir d'en haut. Et probablement, ce qu'on a pu expérimenter pendant le Covid, on le sait, la culture n'est pas essentielle. Donc, ça a quand même... c'est ambivalent, parce que ça a quand même montré qu'elle était essentielle. Hein, et les gens se sont raccrochés à ça beaucoup par les réseaux sociaux. On a eu quand même encore la musique... nous, on en est convaincus, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et vu ce qu'on a pu vivre ces dernières années, ce qui est en train de se passer sur les grosses coupes budgétaires en Pays de la Loire notamment, et puis on sait que ce qui est coupé dans le secteur culturel dès que les financements diminuent, c'est tous les projets d'action culturelle, les projets autour des questions d'égalité femmes-hommes, toutes les questions... autour des enjeux écologiques, c'est les premières choses qui passent un peu à la trappe. Alors que finalement, c'est là où il faudrait... Alors, on a parlé de vos dernières actions 2024. Alors, je voulais vous demander, puisque l'enregistrement est le 31... on est le 31 décembre. Hein, et donc, ça sera... là, ça va passer en début 2025, notre rencontre. Alors, quelles sont vos prochaines actions à venir? Alors, on a bien compris que vous êtes sur 3 niveaux, local, et national, surtout national et international. Et international, aussi, ouais, beaucoup. On a beaucoup de projets cette année. On a beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est, parce qu'on aime beaucoup aussi. Travailler sur ces échanges de pratiques, aller voir vraiment ce qui se fait de manière très contextualisée. Et on croit vraiment encore, même si évidemment l'idée c'est pas de prendre l'avion toutes les semaines,
Mais on croit encore vraiment très fortement à ces échanges interculturels et aux échanges internationaux sur ces enjeux-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre en 2025. On a un travail qu'on mène aussi depuis quelques mois, un projet qu'on mène pour le ministère de la Culture, qui travaille à faire ce qu'on appelle des référentiels carbone. Donc en fait, c'est des bilans carbone par secteur. Donc un bilan carbone pour le secteur des musiques actuelles, un bilan carbone pour le secteur des opéras, pour justement comprendre un peu mieux quel est l'impact carbone de la culture en France. Parce qu'on n'a pas de chiffres en fait, on n'a rien encore, on ne sait pas ce que ça représente. Oui. C'est fait par les festivals le font, leur bilan carbone souvent. De plus en plus. De plus en plus. Ouais, de plus en plus. Mais là, l'idée, c'est que en général. Quoi. Voilà, c'est que parce que évidemment pour un petit festival, ça représente une somme financière qui est quand même extrêmement importante. Donc là, c'est vraiment de faire son bilan carbone. Ah oui. C'est entre 5 000 et 10 000 euros, donc c'est quand même... Parce que c'est quoi ? Il faut faire appel à souvent des experts, récupérer des données, donc c'est quelque chose... Maintenant, on a de plus en plus d'outils en ligne qui permettent de le faire, mais si on veut avoir une compréhension vraiment fine, et surtout, ça permet ensuite de pouvoir construire un scénario de baisse de ces émissions. Parce que c'est pas juste un exercice comptable, mais c'est vraiment d'avoir une vraie prospective aussi sur ça. Et donc nous, on est en charge de faire un référentiel carbone pour les structures des Outre-mer dans le spectacle vivant. Et donc ça résonne très très fortement aussi avec ce qui vient de se passer à Mayotte, puisqu'on travaille avec une structure là-bas. Ah bon ? Ouais, vous connaissez vous avez été là-bas. Et donc on a vraiment aussi, quand je parlais de la question de la contextualisation, c'est extrêmement important. Parce qu'évidemment, les enjeux là-bas à Mayotte, à La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut avoir ici. On est sur des territoires, notamment que ce soit la Guadeloupe ou Mayotte, où on est en France, mais on n'a pas accès à l'eau potable. Et ça, c'est une réalité aussi qui est extrêmement forte. Et donc, c'est ça on a un travail vraiment important autour de ça, et autour de la question de l'adaptation au changement climatique, qui est quelque chose qui est moins travaillé. On travaille beaucoup sur la question de la réduction des émissions, mais on ne travaille pas à comment on s'adapte aux conséquences du réchauffement climatique. Il faut faire les deux. C'est vrai qu'on est bien conscient qu'il faut faire les deux parce qu'on ne va pas revenir en arrière. Et ça, on le voit de plus en plus maintenant, notamment quand on parlait des festivals. On a beaucoup de festivals qui sont annulés parce que tempête, parce que inondation, parce que risque d'incendie, etc. Ce qui est arrivé aux papillons de nuit, là, qui ont dû renoncer. Ouais. Et ça va se passer de plus en plus. Donc si on n'a pas réfléchi à comment on s'adapte à ça, le risque financier est énorme, parce que c'est des festivals qui continuent à avoir une assurance. Ouais, c'est les assurances qui coûtent très cher maintenant. Ça va disparaître, ou en tout cas ça va être de plus en plus cher. Donc si on ne se prépare pas, donc on a toute une partie autour de ce travail-là. Et puis après on a beaucoup de projets, alors certaines choses qui sont en cours dont je peux pas encore forcément parler maintenant. Et puis on a ce projet de podcast qu'on a lancé la semaine juste avant Noël, donc on va continuer à diffuser sur toute l'année, début d'année 2025, et puis qu'on espère pouvoir poursuivre aussi après. Contact info, est-ce que... Alors on a un site internet, il y a un site internet sur lequel on a aussi une attention particulière à tout ce qu'on produit en termes de recherche, en termes de ressources. On met tout en ligne gratuitement. Donc le site c'est www.thegreenroom.fr, et puis on a aussi une page LinkedIn et on est sur Instagram. Ouais, c'est un beau site. Éco-conçu. Éco-conçu, alors ça veut dire quoi, éco-conçu ? Ça veut dire qu'on a réfléchi à comment déjà à mettre que les choses essentielles sur le site, parce que très souvent on a beaucoup de choses, on ne sait même pas en fait, notamment il y a beaucoup de choses qui récupèrent les données des personnes qui visitent le site, et nous on n'a pas forcément besoin de récupérer de données. Donc à réfléchir ça, à travailler uniquement avec des illustrations, parce que les photos pèsent très lourd. Les photos, les vidéos. Donc nous, on pouvait se permettre ça, donc on a travaillé avec l'illustration, et toujours penser à réduire la taille des documents qu'on met en ligne pour que ça pèse moins lourd. Et donc notre site, il pèse, je pense, en moyenne 7 fois moins lourd qu'un site traditionnel.
Et ça, c'est aussi un aspect, on travaille beaucoup sur cette question-là, sur l'impact du numérique. Parce que c'est quelque chose qui est assez... Enfin, on ne le voit pas, c'est pas aussi visible qu'un déchet sur un site. Et pourtant, c'est extrêmement gourmand en termes d'énergie, mais aussi en termes de ressources en eau. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aussi. Et ça, c'est vous aussi, le site, c'est vous qui l'avez conçu? Alors, on a travaillé avec une structure qui s'appelle Pixelcraft et qui nous a conseillé et qui nous a accompagnés sur le montage du site. Ouais. D'accord. Et ceux qui vous contactent, alors c'est plutôt... est-ce que c'est des musiciens individuellement ou c'est plutôt d'autres associations? C'est plutôt... alors parfois des musiciens individuels, mais on travaille beaucoup plus avec des professionnels finalement. Donc des réseaux, des salles, des collectivités, des fédérations, des syndicats aussi. On s'adresse plutôt aux professionnels. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette rencontre passionnante, Sophie. beaucoup d'infos. Merci beaucoup Gwendolyn. Merci.